Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par une crise diplomatique entre Alger et Bamako. L'Algérie se retrouve par son incapacité à élaborer une stratégie diplomatique à la mesure de ses ambitions et de ses intérêts bien compris, et à la traîne, se faisant doubler par d'autres pays voisins. Les accords d'Alger de 2015 semblent voués et sont vécus comme un échec patent. Les mauvaises relations entre le pouvoir militaire malien sont le produit d'une inefficacité d'approche où la méthode semble limitée dans sa forme. Il est clair que la visite en Algérie de l'imam en chef malien, très écouté et ayant une influence certaine accrédite la thèse d'une ingérence qui ne dit pas son nom. En effet, ce que l'on oublie de dire est que M. Mahmoud Dicko est non seulement écouté d'un point de vue religieux, mais aussi comme personnalité politique qui s'est opposée au putsch des nouveaux maîtres militaires du Mali. L'Algérie aussi a rencontré tous les mouvements d'opposition au gouvernement malien, même si la diplomatie des deux pays ne le précise pas. La convocation de l'ambassadeur de l'Algérie au Mali est intervenue 24 heures après la venue d'Alger de l'imam Mahmoud Dicko, ce qui aurait été, aux yeux des autorités maliennes, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À l'intérieur du pays, la situation n'est pas meilleure. En effet, beaucoup d'observateurs se sont posé la question pourquoi l'anniversaire de la disparition de Gaïd Saleh, l'ancien homme fort du régime algérien, est passé sous silence par les autorités de la nouvelle Algérie. Aucune commémoration, ni un petit hommage, ni le moindre événement pour parler de l'œuvre et de la vie de celui qui est pourtant l'architecte de cette nouvelle Algérie, né après le Hirak et qui est dirigé par le duo Abdelmadjid Tebboune et le chef d'état-major Saïd Chengerih. Gaïd Salah est devenu en vérité un symbole gênant pour ses dirigeants, leur rappelant les vérités qui leur font mal. Sur le point politique, Tebboune collectionne les effets d'annonce. Il a affirmé aujourd'hui que l'Algérie nouvelle a fait de la société civile un pilier central de sa construction. Une importance particulière a été à la promotion et à la valorisation du rôle de la société civile, a souligné le chef d'État dans une allocution lue en son nom ce samedi par le Premier ministre Nadir Larbaoui. M. Tebboune a loué le résultat des mesures prises qui ont contribué à l'avènement d'une Algérie d'une nouvelle dynamique. Il a cité, à titre d'exemple, les élans de solidarité qu'a connu le pays durant ces dernières années, notamment durant la crise sanitaire ou après des catastrophes naturelles. Tebboune a salué par ailleurs la contribution des membres de la communauté nationale à l'étranger et leur adhésion aux efforts consentis pour le développement national. De quelle Algérie nouvelle parle-nous, M. Tebboune? Depuis l'indépendance en 1962, le pouvoir a dirigé le pays selon une logique qui ne vise à construire un État digne de son nom. Depuis l'avènement de Abdelmadjid Tebboune en 2019, le pouvoir en Algérie a mis en œuvre des mesures visant à étouffer les voix dissidentes et à réduire l'opposition à une simple expression. Ces tentatives ont été marquées par l'interdiction du mouvement Hirak, la répression des manifestations pacifiques et l'arrestation de centaines d'opposants suivis de leur incarcération arbitraire, sous le prétexte de la lutte contre des prétendus complots visant la stabilité et l'unité du pays. Le système a toujours œuvré pour empêcher l'émergence de tout espace de discussion, d'échange et de débat contradictoires, générant ainsi une sécheresse démocratique et une dépolitisation rampante de la société. Tension entre l'Algérie et le Mali, c'est le premier thème de notre émission pour ce soir. Donc, comme d'habitude, le samedi, rétro-info de la semaine. Tension entre l'Algérie et le Mali, les ambassadeurs
c'est le titre de notre émission, donc dans cette première partie de l'émission. On aura avec nous le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à tous ceux qui suivent et à ceux qui participent, je ne les connais pas. On aura avec nous M. Mohamed Mahmoud Chayar, qui est journaliste, expert du Sahel. Il sera avec nous depuis le Mali, donc depuis Bamako, par téléphone aussi, mais on me dit qu'il n'est pas avec nous tout de suite. Donc, Mohamed Khelfaoui, je vais commencer cette émission avec vous. Avant de vous donner la parole, on va juste écouter, donc regarder cette petite vidéo de la chaîne malienne qui donc est revenue sur la crise qu'il y a entre Alger et Bamako. Communiqué, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a convoqué ce mercredi 20 décembre 2023 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique populaire au Mali pour élever une vive protestation du gouvernement de la République du Mali suite aux récents actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. À cette occasion, le ministre a souligné que les rencontres récurrentes au niveau les plus élevés en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes, d'une part avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien et d'autre part avec certains mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger ayant choisi le camp des terroristes, sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays. À cet égard, il a souligné avec insistance que ces actes constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Mohamed Khelfaoui, donc comment peut-on qualifier ce qui se passe entre Alger et Bamako? Beaucoup d'observateurs parlent d'une crise diplomatique qui ne dépasse son nom. Est-ce qu'on peut dire que le torchon brûle entre Alger et Bamako? Mohamed Khelfaoui. Le torchon brûle, non, je ne pense pas. Les relations avec le Mali sont très anciennes, ont commencé et la confiance a été établie envers le Mali depuis son indépendance, depuis 1960. Il ne faut pas oublier que le Mali est un pays qui a défendu l'intégralité territoriale de l'Algérie, c'est-à-dire le Sahara inclus, alors que d'autres pays arabes, tels que la Tunisie par exemple, voulaient aller vers l'OCRF, c'est-à-dire partager le Sahara ensemble. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître aussi que Ahmed Ben Bella, à l'époque, rahimahullah, lorsqu'il y a eu des problèmes d'instabilité, des revendications, l'Algérie a renvoyé les chefs de ces mouvements-là vers le Mali parce qu'on ne veut pas entendre parler à l'époque, de déstabilisation alors qu'on venait de sortir juste d'une guerre atroce. Bon. Maintenant que le Mali considère qu'il y a une ingérence, c'est son droit de le considérer ainsi. Maintenant, est-ce qu'un État ne peut pas recevoir l'opposition d'un autre pays? Je ne sais pas. Maintenant, est-ce qu'il ne peut pas recevoir des terroristes de l'autre pays? Ça, oui. Est-ce que nous avons reçu des terroristes? On n'est pas informé. Même la presse malienne n'a pas donné de nom. Elle n'a pas assez vaguement, mais elle nous reproche ça. C'est vrai que dans tous les cas, nous n'avons pas besoin de ce genre d'incident ou de ce genre de fausse manœuvre ou de ratage de procédure, je dirais. La procédure n'a pas été faite, ne serait-ce que pour rassurer nos amis les Maliens. Le Mali qui aujourd'hui fonce droit vers l'émancipation de son peuple, c'est une armée un peu particulière celle-là. Ce n'est pas un coup d'État pour un coup d'État. C'est une armée qui est venue remettre de l'ordre. C'est une armée qui craint pour la partition de son pays. Et c'est une armée aussi qui veut récupérer toutes les richesses de son peuple pour son peuple.
Je vise ici la France et les autres prédateurs. Donc, nous avons besoin, de mon point de vue, bien sûr, je suis pas dans les trucs, mais nous avons besoin du Mali, du Niger et de tous les autres pays. Regardez, par exemple, prenez le Maroc. Le Maroc est en passe de gagner une guerre stratégique sans tirer une balle, encore moins un missile. Il y a un travail de diplomatie qui est en train de renverser une certaine donne. Vous le comprenez très bien et à l'aise. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Abdallah Diop, sera à Marrakech aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui. À Lyon, il s'est déplacé, donc il sera reçu par le ministre des Affaires étrangères marocain, mais aussi dans le cadre de ce sommet qui est tenu à Marrakech entre la Russie et les pays arabes. C'est ça. Donc voilà, un pays qui est en train de ramasser autour de lui, même ceux qu'on pensait être plus ou moins en mal de sainteté, je ne sais comment l'expression, avec le Maroc, y compris les Russes qui sont supposés être nos partenaires. Ils sont là-bas, ils investissent là-bas. Peut-être que demain, la Russie, je ne sais pas comment elle va nous considérer par rapport au Maroc. C'est son ami, le Maroc également, son ami commercial. Bon, mais dans tous les cas, je veux dire que nous n'avons pas besoin en ce moment précis, surtout qu'on nous dit, puisque nous, on n'est pas bien informés, on nous informe que l'Algérie est menacée, l'Algérie est donc objet de malveillance de la part de plusieurs pays ou d'ennemis qui ne sont pas cités, donc que nous ne connaissons pas. Donc on n'a pas besoin de s'isoler, parce que s'isoler, c'est se fragiliser, c'est perdre de l'assurance, et là, on devient une proie facile. Lorsqu'on est isolé, personne ne soutient notre combat, notre défense, ou nos revendications, ou notre cri d'alerte, puisque nous sommes isolés. Et ça, qui est en train de travailler à notre isolement, là, il faut le chercher, c'est celui-là l'ennemi, à mon avis. C'est celui-là l'ennemi, c'est celui qui est en train de nous mettre petit à petit, nous faire rétrécir en peau de chagrin. On est en train de revenir dans une taille trop petite par rapport à notre pays, qu'on dit continent. Bon, j'aime pas dire ça. C'est le pays le plus grand d'Afrique. Avant, il n'était pas le plus grand. Il y avait le Maroc, il y a le sud, le Maroc. Il y avait le Soudan, il y a le Congo, etc. Mais peu importe. Mais qui est responsable de cet isolement Mohamed Khelfaoui, qui est responsable de cet isolement? Quand on parle du Mali maintenant, on sait que l'Algérie a joué un rôle en 2015 par l'accord d'Alger, d'essayer donc de rapprocher les différentes parties maliennes. Et jusqu'à maintenant, malheureusement, ce traité d'Alger ou cet accord d'Alger est tombé à l'eau, si on peut dire. Est-ce que l'Algérie, vous avez dit, est en train de s'isoler, mais qui est responsable de cet isolement? Mais toute la question est là. Notre héros, celui qui sauvera l'Algérie, c'est celui qui nous trouvera ces zigotos, permettez l'expression, ou là ces traîtres, ou là ces lâches qui sont en train de nous faire ces coups bas. Si ça existe, s'ils existent. Parce qu'il n'y a pas que le Mali. Le Mali, bon, on a réglé un petit peu, momentanément, des problèmes dans les années 90. Dans les années 90, il y a eu quand même une petite avancée, mais le problème est plus complexe que ça. Le plan d'Alger 2015, il n'y avait pas que l'Algérie comme médiateur, il y avait la présence de la France, il y avait la présence de l'ONU même. Et dès le départ, les gens ont mal pris ce plan-là, surtout le pouvoir central de Bamako a mal pris la chose parce qu'il a vu la partition du pays. Beaucoup de tribus se sont soulevées contre ce plan parce qu'ils ont vu que le Mali était on passe de partie, de ne plus exister en tant que Mali Or, le pouvoir central, je le répète, le gouvernement malien a tout le temps eu une confiance sans limite dans cette question-là envers l'Algérie. Nous l'avons vécu, nous l'avons vu, il avait toujours cette confiance. Également, les rebelles au nord
Ils avaient également, eux, confiance en nous. Nous avons travaillé dans ça. Il faut dire qu'à chaque fois, les rebelles remettaient en cause les petites avancées. Parfois, il n'y avait aucune, c'est-à-dire il y avait une incompétence de certaines personnes. Par exemple, sans donner d'exemple, de certaines personnes, donc il n'y a rien eu de concept, rien. Mais généralement, et de manière globale, la marche était dirigée, facilitée par l'Algérie pour essayer de remettre les choses dans l'ordre entre le pouvoir central et les rebelles du Nord. Nous avons œuvré en toute confiance et malheureusement celui de 2015, je le répète, dès le début, il n'a pas été bien accepté. Et c'est pour ça que sa mise en œuvre a tardé. Et parfois, je le dis encore, on peut faire des analyses pour bien comprendre les situations. Il y a parfois ces mêmes tentatives, ces mêmes avancées dans le règlement de la question du Nord, et étaient à l'origine aussi, aider, participer, exacerber les tensions et mener à des coups d'État également. Je me rappelle le capitaine Sanogo, ou alors celui avant Assimi Goïta, et même Assimi Goïta, qui est l'actuel président de l'État. Mais il y a beaucoup de ça, si ce n'est pas uniquement ça. Donc aujourd'hui, pour notre pays, je souhaite, moi, parce que franchement, ça m'a déstabilisé, j'étais un peu déstabilisé parce que l'Algérie et le Mali, l'amitié et la confiance a été construite, je le répète, depuis 1960, et chaque pouvoir qui arrivait ajoutait sa pierre de construction et de consolidation envers le Mali. Jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'est plus dans cette situation, Mohamed Khelfaoui. On n'est plus dans cette situation parce qu'aujourd'hui, il y a crise, il y a convocation d'ambassadeurs des deux côtés. Vous avez parlé de la visite du ministre des Affaires étrangères malien au Maroc. Restez avec nous. On a avec nous Karim Kebir, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Karim Kebir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. Karim Kebir, comment peut-on si on peut dire qualifier la situation qui est en ce moment, donc les relations entre Alger et Bamako? Est-ce qu'on peut parler de crise diplomatique d'après vous? Est-ce que le torchon brûle aussi entre ces deux pays? Rappelons qu'il y a quand même presque 1400 kilomètres de frontières entre l'Algérie et le Mali. Votre réaction, Karim Kebir? Bon, est-ce que ça va évoluer la crise? Pas évident, dans la mesure où ni le Mali ni l'Algérie, c'est-à-dire n'ont intérêt à ce que les relations entre les deux pays se détériorent. Donc on a vu la réaction de l'Algérie qui est venue suite à la convocation de son ambassadeur à Bamako. Elle a rappelé ses principes, comme quoi ça entrait dans le cadre, c'est-à-dire de toujours les efforts qui sont faits pour la mise en œuvre, si vous voulez, du plan de paix qui est parrainé par l'Algérie. Mais le problème, c'est que le gouvernement malien qui sont en place, dont on sait tous qu'il est issu d'un coup d'État, a vu comme étant une tentative de l'Algérie de soi-disant négocier en cachette avec des éléments qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la junte au pouvoir au Mali. Mais en même temps, l'Algérie, bien évidemment, elle ne peut pas rester quand même, vous savez, c'est l'arrière-cour de l'Algérie, le Mali, c'est stratégique, notamment pour la sécurité de l'Algérie, donc on sait comment est devenu
la région du Sahel, notamment il y a aussi avec le problème du Niger. Donc, elle ne peut pas forcément, c'est-à-dire laisser la situation se détériorer au Mali. Donc, elle doit forcément faire c'est-à-dire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer un peu de faire avancer la question de la réconciliation entre les différents protagonistes de la crise malienne. Mais après tout ça, est-ce qu'il y a des manœuvres étrangères, c'est-à-dire qui soutiennent un peu la junte au pouvoir au Mali pour essayer de créer des problèmes avec l'Algérie? À ce stade, on n'a pas d'éléments d'information assez fiables en dehors des spéculations et des comment dire des hypothèses. Mais en tout cas, la situation. La raison qui a été donnée par le pouvoir malien, Karim Kebir, c'est que c'est parce que l'imam, si on peut, Mahmoud Dicko, qui est donc l'imam de la confrérie Kontia, qui a été reçu par Abdelmajid Tebboune. C'est ça qui a déclenché, si on peut dire, cette crise diplomatique. Oui, en tout cas dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale malien, il faisait allusion à cette rencontre du responsable de la confrérie de Kontia, mais pas seulement parce qu'il avait parlé de rencontre au pluriel. Donc cela suppose que peut-être il soupçonne qu'il y a des rencontres en cachette avec des groupes en cachette qui sont tenus en Algérie. Mais personne, pour le moment, n'a pas, en tout cas de façon officielle, il n'y a aucune communication sur le sujet. Ni les médias n'ont parlé de rencontres qui ont eu lieu, par exemple, ici à Alger. Mais bon, probablement d'ici quelques jours ou d'ici quelques semaines, peut-être il y aura probablement des informations qui vont peut-être filtrer. Mais tout le monde sait qu'en matière de négociation, quand il s'agit de négociations, souvent ça se fait en catimini, dans le secret le plus total. Mais c'est vrai que la médiatisation de la venue du responsable de la confrérie semble avoir été mal vécue par la junte au pouvoir au Mali, parce que tout le monde sait que c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec la junte au pouvoir. Donc c'est pourquoi ils ont un peu accusé l'Algérie soi-disant, de privilégier une partie au détriment, c'est-à-dire des autorités qu'ils considèrent qui sont pour le moment légitimes au pouvoir. Mais il y a quelques jours, Karim Kebir, on avait parlé donc de l'anniversaire de l'avènement d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir, sa 4e année. Bien sûr, on a parlé l'APS avait relayé donc un article donc qui stipule que l'Algérie nouvelle accumule les succès diplomatiques en 2023 sous la conduite du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a enregistré des succès diplomatiques parmi lesquels sa brillante élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un exploit qui confirme bien le retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Quand on voit cette affaire, bien sûr, entre l'Algérie ou Alger et Bamako, on se dit vraiment, ils sont où ces succès, si on peut dire, diplomatiques, mais aussi comment peut-on lire la visite du ministre des Affaires étrangères malien au Maroc? Écoutez, bon, pour la question du bilan, on ne peut pas. Moi, je vous l'ai dit, je l'ai toujours dit, c'est une question de culture. On n'a pas encore cette culture d'admettre, par exemple, nos lacunes ou nos faiblesses. C'est normal que chaque fois, ceux qui sont au pouvoir présentent un bilan assez positif. Ce n'est pas la première fois. De toutes les façons, nous l'avons vécu pendant la période longue de Bouteflika. Rappelez-vous tout ce qui a été dit, comment ils attaquaient l'opposition quand elle essaye de mettre des critiques,
sur la gestion, sur certaines orientations économiques ou certaines démarches ou en matière de diplomatie. Moi, je me rappelle en tant que journaliste, par exemple, la question diplomatique est devenue pratiquement tabou. Il ne fallait pas parler ou émettre des critiques sur c'est-à-dire la politique diplomatique du pays. C'est comme si ça relevait du sacré et qu'il fallait forcément se plier au choix des dirigeants en matière de politique étrangère. Or, après 20 ans, on a vu comment le peuple algérien a fini par se retourner contre Bouteflika. Donc, tout ce qui a été dit pendant cette période, c'était pas ça ne reflétait pas réellement la réalité. On est dans le même cas de figure. Aujourd'hui, ça devient très difficile de critiquer justement, d'émettre des critiques pour dire qu'il y a des ratés, parce que la réalité est là. Nous avons des problèmes avec le Maroc, nous avons des problèmes avec l'Espagne, avec la France, nous avons des problèmes aujourd'hui avec le Mali, il y a quelques semaines avec le Niger, avec les Émirats arabes unis. Et l'élection au Conseil de sécurité, si je ne dis pas de bêtises, c'est cyclique. Tous les pays, même l'Arabie saoudite, même il y a beaucoup de pays qui ont été élus, donc c'est pas tout à fait une victoire qu'on peut présenter comme étant un exploit, parce que c'est un truc qui est dans les traditions, dans le fonctionnement, des mécanismes de fonctionnement des instances onusiennes. Mais au-delà de ça, je crois que justement l'efficacité de notre diplomatie, je pense qu'elle devait se mesurer comme elle le faisait auparavant, à travers, par exemple, des victoires lorsqu'ils ont réussi la réconciliation en Érythrée, ou bien le retour des otages américains en Iran. C'était des faits palpables du succès de la diplomatie algérienne. Mais de là à présenter l'élection au Conseil de sécurité, je crois que personnellement, c'est quelque chose qui relève d'un truc ordinaire. Donc voilà, la situation est aujourd'hui là. C'est que nous tenons à peser en vérité sur l'échiquier international, notamment avec l'actuel chamboulement géostratégique, où même certaines puissances peinent à s'imposer, comme l'Union européenne, qui sont quand même économiquement plus puissantes, donc qu'on va dire de nous. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une question de culture, parce que nous avons souvent un discours d'auto-glorification, mais qui ne dépasse pas réellement les frontières. Donc c'est un discours beaucoup plus à consommation interne, mais qui n'a aucun écho au niveau international. Très bien, restez avec nous, Karim Kebir. Mohamed Khelfaoui, je vais revenir à vous très rapidement pour passer à l'autre thème de notre émission pour ce soir. Karim Kebir est en train de parler donc de l'auto-glorification, si on peut dire, de cette Algérie nouvelle, que beaucoup d'observateurs disent qu'elle n'a pas de sens, qu'elle est vide de sens. Quand on parle de la diplomatie algérienne, on peut parler des revers de cette diplomatie algérienne. Est-ce que vous pensez que le projet cette Algérie nouvelle, isole notre pays, menace notre pays? Très rapidement, Mohamed Khelfaoui. Non, sans dire l'Algérie nouvelle ou ancienne, mais en tout cas, ce qui se passe, ce que moi personnellement je vois, c'est que l'Algérie, lorsque maintenant le Mali s'éloigne, le Niger a rejeté donc cette médiation pour elle. Le Mali également, parce que logiquement, si la confiance est toujours établie, l'Algérie en tant que facilitateur, certes, ne garantit pas la nécessité, la réussite totale de la mise en œuvre du plan d'Alger, mais il y va quand même de sa crédibilité. Le Mali aura toujours besoin de l'Algérie pour ramener les rebelles à la raison. Cependant, nous avons entendu le pouvoir malien rejette désormais toute médiation. C'est-à-dire, à bon entendeur, salut. J'ajouterai ailleurs, pour notre diplomatie, par exemple, pour le Mali, où là, des problèmes que nous avons ici et là,
c'est ça qui m'a fait dire que on est en train de s'isoler. Il y a un problème. Quelque part, ça tourne pas rond. Qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vécu ça pour notre pays. Du temps de Bouteflika, malgré sa maladie, son absence à l'échelle internationale, on tenait un peu, en tout cas c'est un peu, même si on n'a pas réussi avec la Libye, on n'a pas réussi totalement avec la Libye pour nous donner une place forte au règlement de la question libyenne, et pour cause, ceux qui sont là-bas, c'est pas c'est des puissances mondiales qu'elles. Mais on avait quelque chose, je sais pas, aujourd'hui les choses se précipitent. Et le pouvoir nous dit qu'il y a menace, qu'il y a un travail sournois autour du pays, sur le réel, sur le macro, sur ce que tout le monde voit. C'est que les pays, disons, se distancent par rapport à nous, prennent certaines distances, et parce que je considère que c'est une distance prise. J'espère que notre diplomatie, encore une fois, ou notre pouvoir, saura quand même rattraper l'erreur ou la se corriger si erreur. Parce que ça dépend s'il y a un changement de politique, ça change tout. Alors là, ça changera tout. Mais dans quel intérêt? On n'est pas tenu informé, disons, à travers la presse, sur ce qui se passe ou sur ce qu'on peut prévoir. Mais ce que nous voyons au bout du compte, c'est pas... En tout cas, ça ne me réjouit pas, personnellement. Est-ce que vous êtes inquiet, Mohamed Khelfa? Ça ne me réjouit pas. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes inquiet de cette situation, mais aussi qu'on expose notre pays à des risques si on continue avec ces politiques? Très rapidement, Mohamed Khelfa, oui. Moi, j'ai toujours été inquiet pour mon pays. C'est comme, si vous voulez, un parent qui est inquiet pour ses enfants. Ils sortent, il ne sait pas s'ils reviennent ou pas, s'ils auront des problèmes ou pas, etc. Bien sûr. Mais malheureusement, cette inquiétude, on n'est pas aidé par l'information nationale. C'est-à-dire, si on est bien informé, bon, on gère mieux, on suit peut-être même agréablement, évidemment, avec bien sûr bonne foi et beaucoup d'engagement, mais évidemment. Ce qui est souhaitable, c'est que ces problèmes-là qui se posent, en particulier avec les pays, nos frères et amis du Sahel, je le souhaite personnellement, je suis peut-être de l'autre génération, mais je souhaite que les choses reviennent et se renforcent. Le ministre des Affaires étrangères actuel connaît bien la question. Il a été secrétaire général, il était même ministre avant. Il connaît très bien la question du Sahel. Bon, il est maintenant ministre, il a une vision globale sur tout ce qui concerne l'Algérie. Et donc, il est averti en tant que ministre des Affaires étrangères. Ce n'est pas quelqu'un qui ne savait pas, qui n'avait pas les dossiers. C'est quelqu'un qui connaît son métier. On espère, sauf, je dis encore une fois, sauf si c'est une autre politique. Là, ça veut dire que je ne suis plus concerné, quoi. C'est-à-dire, je ne connais rien, ça me dépasse, ce n'est pas ce que j'ai appris, ce n'est pas la direction dans laquelle j'ai travaillé, etc. Bon, voilà. Très bien. Mohamed Khelfaoui, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Vous étiez avec nous depuis Alger. Désolé, on n'a pas pu avoir Mohamed Mahmoud Chayachi, qui était journaliste, expert du Sahel, qui devait donc intervenir dans cette émission, qui devait donc intervenir par rapport à la question, la crise qui est entre Alger et Bamako. On va aller au deuxième sujet de cette émission. Deuxième sujet, bien sûr, on va revenir sur pourquoi l'anniversaire de la disparition de Gaïd Salah a été ignoré. C'est la question qu'on se pose. On va retrouver nos invités juste après cette petite intro.
On a été rejoint par Karim Tabou, qui est opposant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. Ahlan wa sahlan Nazoul. Merci de l'invitation et salutations aux invités, mais également à nos téléspectateurs qui soient en Algérie ou à l'étranger. Très bien. Karim Kebir est avec nous aussi dans cette émission. Juste pour votre information, Karim Tabou. On va regarder cette petite vidéo de El Gaïd Saleh, 4 ans après donc, sa disparition. Blackout total, si on peut dire, par rapport donc, à cet anniversaire de sa disparition 4 ans après. On regarde ces images et je reviens juste après avec mes invités. بصفة استثنائية أن أسدي وساما من مصف الاستحقاق الوطني بدرجة صدر لسيادة الفريق أحمد قايد صالح نظير جهوده الجبارة والدور الكبير الذي طلع به في المرحلة الحساسة لأجل إثبات سمو الدستور وضمان سلامة المواطنين وأمن البلاد ومؤسساتها الجمهورية. Donc vous avez vu ces images il y a 4 ans de ça. Karim Tabou, comment peut-on expliquer donc cet anniversaire qui est ignoré par le pouvoir algérien de la disparition de Gaïd Saleh 4 ans après? On est en train donc décédé en 2019, juste après l'élection ou l'avènement de Al-Majid Tebboune à la tête de l'État. Gaïd Saleh a joué un rôle par rapport donc à cette élection, de l'élection d'Al-Majid Tebboune. Pourquoi, d'après vous, donc le régime, les médias, la presse ignorent cet anniversaire de la disparition de Gaïd Saleh? En écoutant cette vidéo, on sent que l'applaudissement était massif. En tout cas massif de toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle. Si on faisait un regard attentif à ceux qui étaient présents dans la salle, ce sont les mêmes qui applaudissaient avant Bouteflika, qui applaudissaient Zeroual et qui applaudissaient pour toutes les démarches du pouvoir. Et puis, le pouvoir, qui est le pouvoir? En tout cas, malgré les mensonges, malgré les théâtres qui ont été entretenus pendant de longues années, le Hirak a fini par lever le voile sur la nature même du pouvoir algérien et que très clairement, à travers le Hirak, le peuple algérien, une grande partie du peuple algérien avait compris que le vrai pouvoir s'exerce par l'institution militaire. Et d'ailleurs, pendant le Hirak, que ce soit pendant Bouteflika, lorsqu'il s'était porté candidat pour le 5e mandat, ou par la suite, après la désignation par des procédures qu'on connaît de Abdelkader Ben Salah, et finalement, nous étions à l'épreuve du terrain qui avait apporté la preuve, la démonstration que le vrai pouvoir n'étant ni dans la présidence, ni dans le chef de l'État, et puisque, souvenons-nous, le chef d'état-major était le porteur de la parole du pouvoir face aux Algériennes et aux Algériens qui étaient dans la rue. Donc, très clairement, Gaïd Salah s'était opposé à la dynamique populaire à travers l'institution et à travers le pouvoir dans tous ses composants. Bien que cette année, cet entre guillemets anniversaire pose doublement le problème. Des informations ont été relayées notamment sur les réseaux sociaux
sur l'arrestation de ces deux enfants. Personnellement, je n'ai pas d'informations sur le sujet, ni pour infirmer, ni pour confirmer cette information. Mais également, toute la presse nationale, et notamment la presse officielle, qui relayait pratiquement les discours du chef de l'État depuis toutes les casernes du pays, aujourd'hui, elle fait l'impasse, alors qu'on a même vu des journalistes exceller dans leur propagande, allant jusqu'à chercher dans l'archive des photos qui attestent que le Gaïd Salah était moudjahid et toutes les propagandes qu'ils avaient menées. Aujourd'hui, il n'y a pas l'ombre d'un mot, d'un papier qui soit écrit par un journaliste, l'ombre d'un hommage qui soit rendu par aucun des partis politiques du pouvoir, ni aucune structure, même de l'armée, qui organise une journée d'hommage pour lui. Cela montre la façon dont fonctionne le pouvoir. Je l'ai dit plusieurs fois, le pouvoir en Algérie est un pouvoir qui n'a ni de religion, ni de langue, ni de région. Il a tout simplement un seul souci, c'est le maintien, c'est l'exercice plein du pouvoir. Donc, hier, lorsque le pouvoir pouvait s'exercer par la puissance du chef d'état-major, il était porté au sommet, il a été propulsé au rang de chef de l'État, entre guillemets, puisque c'était lui qui prononçait tous les discours à la nation dans chacune de ses sorties sur le terrain, alors que le chef de l'État en exercice, en la personne d'Abdelkader Ben Salah, s'était totalement effacé. Et aujourd'hui, on voit bien que finalement, le pouvoir est resté le même, le Gaïd Salah est parti, on n'en parle plus. Et c'est ça la vérité de ce pouvoir. C'est un pouvoir qui considère qu'une personne, qu'une structure, qu'un organe quelconque, s'il sert les intérêts du pouvoir, elle va être propulsée et portée en avant. Et s'il commence à être un élément encombrant du discours et de l'image du pouvoir, il se dégage de tout cela. C'est le cas des partis politiques. Souvenons-nous quand même, dans toutes les élections qu'il y a eu dans le pays depuis le coup d'État de 92, le pouvoir a essayé de porter en avant le parti du RND et le parti du FLN. Et dans toutes les élections, systématiquement, ce sont ces partis-là qui sont portés au devant parce qu'ils servent de devanture politique de ce pouvoir. Mais aujourd'hui, dès lors qu'on a considéré que le RND et que le FLN, ce sont des structures consommées et qui n'ont plus de jus et qui ne peuvent plus servir de devanture, on a fait appel à d'autres structures et je vois bien aujourd'hui comment, à travers les services du ministère de l'Intérieur, sont en train de remettre en place ce qu'ils appellent la société civile, mais c'est un processus de recyclage du FLN, du RND, du pouvoir dans toutes ses composantes, dans un mouvement qu'on appelle la société civile. Drôle d'appellation. Dans un pays de dictature, on appelle tous ces applaudisseurs et ces applaudisseuses société civile, alors que la société civile, la vraie, le peuple est complètement mis de côté, exclu des affaires. Et donc, c'est ce qui explique en partie. Et si on ausculte bien, on analyse en profondeur, l'une des caractéristiques du pouvoir en Algérie est qu'il se passe des hommes, il se passe des structures. Le plus important, c'est que les vrais décideurs gardent leur pouvoir. C'est eux qui vont décider qui va être président, qui va pas l'être, qui va être le concurrent du président, parce que même à ce niveau-là, ils ont un bras long au point de désigner le président et désigner ses concurrents. Bien sûr, nous connaissons très bien le sujet.
Ben, ce sont ces décideurs-là qui, si demain on donne l'ordre à la presse de faire tout un bruit sur tel ou tel mouvement, telle ou telle personne, tel ou tel événement ou telle date, eh ben ça va se faire parce que finalement celui qui est à la tête de la presse, il est à la fois à la tête de la presse, à la tête des partis politiques, à la tête des structures, à la tête de toute cette devanture civile qu'on est en train de voir. Il est au cœur du pouvoir, donc c'est elle qui décide de tout. Restez avec nous, Karim Tabou. On va essayer donc, on a été rejoint par Hicham Aboud, qui est journaliste, militant politique. On va traiter du troisième sujet de cette émission pour ce soir, les déclarations d'Ahmadji Tebboune. L'Algérie nouvelle a fait de la société civile un pilier central. On va revenir donc sur ces déclarations, la situation politique en Algérie, mais aussi de quelle société civile parle Abdelmajid Tebboune. Je reviens juste après cette petite intro. On écoute le Premier ministre, donc M. Nadir Al-Arbaoui, par rapport à cette question. يمثل حقا تجسيدا لرؤيتنا الاستراتيجية الهادفة ولأول مرة في تاريخ الجزائر إلى تكريس المجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا قادرا على تحمل المسؤولية مشاركا في المشروع النهضوي الذي التزمنا به من أجل تعزيز النسيج المؤسساتي لتقييم النشاط العمومي خدمة للمواطن إيمانا منا بالمكان الراقي للمجتمع المدني وبدوره الحيوي في المساهمة في نشر وتعزيز قيم المواطنة يمثل Nadir Al-Arbaoui, donc, il a affirmé que l'Algérie nouvelle a fait de la société civile un pilier central de sa construction. Une importance particulière a été à la promotion et la valorisation du rôle de la société civile, a souligné donc Abdelmajid Tebboune, a loué le résultat des mesures prises qui ont contribué à l'avènement d'une nouvelle dynamique. Il a cité à titre d'exemple les élans de solidarité qu'a connu le pays durant ces dernières années, notamment durant la crise sanitaire ou après les catastrophes naturelles. Mais aussi, il a salué la contribution des membres de la communauté nationale à l'étranger et leur adhésion aux efforts consentis pour le développement national donc le développement national. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nadir, grand salut à notre ami Karim Tabou. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les militants algériens qui croient en l'avenir de l'Algérie, comme c'est le cas de notre ami Karim. Marhaba bik, c'est Hicham. Il est avec nous aussi Karim Kebir, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef donc, du journal Liberté. Comment peut-on lire ces déclarations, Hicham Aboud? Est-ce qu'on peut parler de quelle société civile est en train de parler Abdelmajid Tebboune? Votre réaction? Attendez. Dans quel monde sommes-nous? Non, mais c'est pas possible. D'abord, il faudrait se demander pourquoi Abdelmajid Tebboune ne vient pas prononcer lui-même son allocution. C'est la première des choses. Il faudrait bien qu'on se pose cette question. La deuxième, Abdelmajid Tebboune semble vivre sur une autre planète. Quand on parle de société civile, c'est quoi une société civile? C'est un certain nombre d'associations structurées qui œuvrent dans différents secteurs de l'activité socio-économique du pays. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas partisans, qui ne sont pas encartés dans des partis politiques, mais qui sont structurés dans des organisations de masse. Or, montrez-moi une seule organisation civile algérienne qui œuvre dans n'importe quel secteur d'activité socio-économique.
Si vous en connaissez, montrez-les-moi. Deuxièmement, il parle de la communauté algérienne à l'étranger. Mais la communauté algérienne à l'étranger n'a aucune organisation civile, sociale de la société civile qui œuvre au profit de l'Algérie parce qu'on ne laisse pas les Algériens s'organiser à l'étranger. Là où il y a une tentative d'organisation, que ce soit en Algérie ou en dehors de l'Algérie, il y a toujours, si ce n'est pas des éléments des services de renseignement, ce sont leurs laudateurs et leurs indicateurs. Par conséquent, il n'y a pas du tout de société civile en Algérie. Et lorsque Tebboune parle de cette pseudo-société civile, c'est pour justifier la désertification de la scène politique et l'absence de toute activité politique. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun parti politique qui peut se targuer d'avoir une adhésion populaire. Aucun parti politique. Deuxièmement, quand il parle de cette société civile qui est le pilier, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'on voit des débats sur les chaînes de télévision ou dans les radios ou autres? On ne voit pas. Où est cette société civile qui nous la montre, qu'on nous montre ces associations qui œuvrent? D'autre part, quand vous parlez de société civile, et de notre côté, ils ont dissous la Ligue des droits de l'homme, ils ont dissous le Rassemblement algérien de la jeunesse, ils ont poursuivi leurs responsables et leurs dirigeants, ils les ont poursuivis en justice, d'autres ont été contraints à l'exil. C'est ça la société civile. Et lorsqu'il dit que c'est une force, est-ce que les députés qui constituent la deuxième majorité au Parlement derrière le FLN, qui sont tous des indépendants, est-ce qu'ils considèrent ça comme étant une société civile? Parce que tous ces députés sont des indicateurs des services de sécurité, de la police et de la gendarmerie. Aucun d'eux n'a été élu démocratiquement. D'ailleurs, comme tout le monde le sait, les législatives ont été boycottées par le peuple algérien. Alors, où est ce candidat indépendant qui peut se targuer d'avoir rassemblé les 60 000 signatures de parrainage? Où est-ce qu'il est? On aimerait bien le voir. Où est ce député indépendant, entre guillemets, qui a pu ramasser les suffrages qui lui permettent d'être le représentant de telle ou telle wilaya ou telle circonscription électorale? Il n'y en a pas. Donc, pour lui, je résume, la société civile, ce sont les indicateurs, les laudateurs, les lécheurs de bottes, des services de sécurité de la police qui ont infiltré les différentes structures du pays, et il n'y a absolument rien, parce que s'il y avait une société civile, on ne serait pas là. Et il donne l'exemple, c'est-à-dire la mobilisation contre Covid, quand il y a eu l'incendie. Attendez, le Covid-19 est dans le seul pays au monde où il a été considéré comme un allié stratégique du pouvoir en place. Il a permis au pouvoir d'éteindre le feu du Hirak. Donc, il ne peut pas dire que la société civile s'est mobilisée pour lutter contre le Covid. Ils ont empêché toute mobilisation contre le Covid. Pour ce qui est des incendies, eh bien, c'est normal que les gens se mobilisent en dehors de toute association, en dehors de toute organisation, pour la simple raison que le feu a ravagé des milliers d'hectares, a ravagé la végétation, a tué des dizaines de personnes, des animaux. Attendez. Et l'État se croisait les bras, il ne pouvait même pas ramener un avion anti-feu, un Canadair. Mais on est sur notre planète et on va attendre ça. Ça fait, Inch'Allah, ce sera pour bientôt. Ils vont le liquider bientôt.
On va revenir sur une question qui est importante aussi, Hicham Aboud. Je vais revenir à vous très rapidement. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais sur la visite d'Al-Majid Tebboune qui a été annoncée à Tizi Ouzou. Mais avant de vous donner la parole, Karim Kebir, comment peut-on lire ces déclarations donc, de l'Arbaoui qui ont été lues, donc, les déclarations d'Al-Majid Tebboune, qui parle donc de cette société civile et qui dit que c'est un pilier central de la construction donc, de cette Algérie nouvelle. Alors qu'on sait très bien, vous avez entendu l'analyse de Hicham Aboud, la situation est presque une désertification, si on peut dire, de la scène politique en Algérie. Il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a plus d'opposition. Karim Kebir, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Écoutez, je pense que c'est la suite logique d'un élément, d'une stratégie qu'ils ont adoptée dès le lendemain de l'élection présidentielle de 2020, donc du 12 décembre 2020. Rappelez-vous que quelques mois après l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, lui-même, il avait exprimé ouvertement son choix pour la société civile, et il avait même, si mes souvenirs sont bons, il y avait même une instruction pour faciliter la création des associations. Donc ils ont réduit un peu les contraintes bureaucratiques pour permettre l'émergence, soi-disant, d'un tissu associatif à travers tout le territoire national. Mais l'idée, de mon point de vue, sous-jacente de cette stratégie, c'est dans la quête du pouvoir, de se reconstruire une base sociale et une base politique qu'ils ont perdu en 2019 avec le Hirak. D'autant qu'en matière de partis politiques, comme l'a évoqué notre ami Karim, le FLN et le RND, qui étaient les deux béquilles du pouvoir, ont perdu leur crédibilité. Rappelons-nous que pendant le Hirak, tous les Algériens avaient réclamé pratiquement leur éviction du champ politique. Et puis le FNN avait bien, pendant l'élection, avait soutenu le candidat concurrent, Mihoubi. Donc Abdelmadjid Tebboune, dès le départ, avait exprimé son souhait de s'appuyer sur la société civile. Donc aujourd'hui, cette rencontre, si vous voulez, de mon point de vue, c'est un peu cette base politique qu'ils veulent se créer, qui va porter probablement la candidature éventuelle d'Abdelmadjid Tebboune pour un deuxième mandat, ou bien un autre candidat qu'ils auront probablement choisi et qui fera office, cette société civile entre guillemets, qui fera office, soi-disant, de la base politique qui va porter le discours. Mais en vérité, tout le monde sait la manière dont cette société civile, entre guillemets, a été créée, parce que d'ailleurs, vous avez qu'à voir qui est à la tête du Conseil de la jeunesse, c'est l'un des soutiens les plus zélés de Bouteflika, qui est aujourd'hui, qu'on a recyclé, qui est devenu... donc on est dans cette continuité, mais en vérité, c'est pour ne pas s'encombrer par le compagnonnage des partis politiques en perspective de l'élection, de la prochaine élection présidentielle. Très bien. Merci beaucoup, Karim Kebir. Karim Kebir, vous étiez avec nous donc depuis Alger, journaliste. Karim Tabou, je vais revenir à vous sur cette question donc, de la société civile. Vous avez entendu donc, les déclarations du Premier ministre Karim Tabou qui parle donc, que l'Algérie nouvelle a fait de la société civile un pilier central de sa construction. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la ligne droite de cet éventuel deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune? Enfin, moi, je n'ai pas envie de reprendre les mots du pouvoir. J'aimerais sortir même de la terminologie du pouvoir. En tout cas, nous sommes en face d'un chef d'État qui a été imposé et qui n'a pas été élu par le peuple algérien. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu imposition des chefs de l'État.
lequel chef de l'État on retient de lui une seule fois qu'il avait participé à la politique, à la vie politique, en dehors de sa fonction dans l'administration. Moi, je garde comme souvenir du chef de l'État, la seule fois où je l'ai vu exercer la politique, c'est lors d'un comité central du FLN et il était en train d'applaudir Ammar Saïdani. Donc, je garde quand même de son parcours politique l'applaudisseur de Ammar Saïdani. Et puis, quand on parle de la loi qui semble être réaménagée, mais bien au contraire, la loi sur les associations a été durcie encore davantage, puisque maintenant, le seul à avoir la main sur le tissu associatif, c'est le premier policier du pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous imaginez, aucune association n'est mise en place en dehors du cadre qui est tracé par le ministère de l'Intérieur, qui est lui-même organise cette société civile. Et puis la société civile, quand on va vers la terminologie, le sémantique, la société civile dans les pays démocratiques, c'est toutes ces structures autonomes indépendantes qui forment le champ culturel, le champ scientifique, le champ du savoir, le champ de la recherche, le champ théâtral, etc., et qui dans son ensemble forme le champ démocratique, qui est dans sa fonction le contre-pouvoir. Parce que c'est les structures de la société et qui auront pour mission de contrôler et donc de sanctionner, de décider, mais ça parle de la société civile dans des pays démocratiques. Nous ne sommes pas un pays démocratique, nous sommes dans un pays de dictature. Les seuls à un moment où l'Algérie a connu un moment démocratique, le dernier fut le Hirak, et on a vu des millions d'Algériens descendre dans la rue, justement désigner toutes ces personnes, toutes ces structures qui ont été les structures du pouvoir, au service du pouvoir, et n'ont jamais été au service de la société. Je rappelle également que parmi les slogans qui étaient portés dans le Hirak, c'était la remise au placard du FLN et la dissolution du RND et des structures du pouvoir. Aujourd'hui, on voit, c'est le recyclage de tout ce personnel qui était pour le premier mandat de Bouteflika, pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, ils étaient pour le cinquième, et ils étaient pour le mandat de Tebboune, ils vont être pour tous les mandats que le pouvoir va porter, parce que le pouvoir, il se sait en situation de divorce avec la société. Donc, il va créer une société imaginaire, une société de mensonges, une société de chimères, une société de la triche. Mais il a besoin de se le créer. Parce que dans un pays où il y a la démocratie, le pouvoir n'a pas besoin de réunir la société civile. La société civile se crée par elle-même, elle se dynamise par elle-même, elle active par elle-même. Dans un pays où il a fallu donc maîtriser tous les mécanismes de la mise en place d'un syndicat, d'un parti, d'une association, d'un club de football, d'une association quelconque, et tout cela régenté par le ministère de l'Intérieur, c'est un autre dispositif qui s'ajoute au dispositif sécuritaire et de contrôle de la société. Aujourd'hui, allez-y, cherchez qui sont ces gens qui se proclament société civile. Ils sont tous connus dans les communes, ils sont connus dans les wilayas, ils sont connus partout comme étant des gens qui ont toujours rôdé au niveau de l'institution, au niveau des institutions, parce que malheureusement, notre pays a fait de ces institutions les lieux de la répartition de la rente. Et malheureusement, dans ces institutions, au lieu qu'ils soient l'espace démocratique par excellence, l'espace du débat, elles sont devenues le lieu où se côtoient les affairistes et les gens qui ont besoin de prendre une part de la rente. Et ce mouvement-là, on n'a pas besoin
dans une constitution de mettre un conseil des droits de l'homme. Dans tous les pays du monde, les structures des droits de l'homme sont des structures indépendantes, autonomes. On n'a pas besoin de mettre un conseil, un haut conseil islamique. On n'a pas besoin de mettre un haut conseil de la jeunesse. On n'a pas besoin de mettre un haut conseil de la femme. On n'a pas besoin de tous. Mais la volonté de régenter la société, de tout contrôler, ben elle est là parce que le pouvoir se sait disqualifié, se sait vaincu, se sait en divorce avec la société, et donc il doit se créer lui-même ses structures pour faire semblant et donner une apparence. Très bien, restez avec nous Karim Tabou. Hicham Aboud, je vais revenir à vous. Sur cette question donc de la visite d'Ahmed Tebboune qui a été prévue à Tizi Ouzou, la wilaya de Tizi Ouzou, qui a été prévue donc aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Cette visite n'a pas eu lieu. Pourquoi? Le pourquoi, d'abord, il faudrait poser pourquoi il y a eu ce silence autour de la visite. Une visite qui n'a pas été annoncée ni par la presse Sahaf Boudoro, ni par la présidence. Or que tout était mis en place en Kabylie, notamment il y a eu une convocation des chefs de Daïra de la wilaya de Tizi Ouzou par le Wali, qui leur a demandé... Et on a eu des informations, Hicham Aboud, que Tizi Ouzou s'est faite belle, si on peut dire, entre guillemets, pour accueillir Ahmed Tebboune. Pour accueillir Tebboune, on a prévu une piste d'atterrissage d'hélicoptères à côté du stade. Ils ont préparé la plaque d'inauguration du stade au nom de Hussein Eid Ahmed. Et même ils ont annoncé que l'appellation du stade au nom de Hussein Eid Ahmed, c'est sur décision personnelle de Tebboune, comme si on voulait corrompre les Kabyles et leur plaire, tout comme ils ont prévu de distribuer 973 logements à Azazga, la ville d'origine de Farhat Mani, le président du MAC, comme pour le narguer. Eh bien, je ne sais pas celui qui a fait ce programme, un programme diabolique parce que c'était la sortie de tous les périls. C'est-à-dire que Tebboune, en allant à Tizi Ouzou, il a pris le risque soit de mettre le feu aux poudres et mettre la Kabylie à feu et à sang parce que les gens vont sortir pour lui dire ce qu'ils pensent de lui. Et puis, pourquoi ne l'a-t-on pas programmé pour Constantine, pour Annaba, pour Sidi, pour n'importe quelle autre ville? D'autant plus que la Kabylie a boycotté la présidentielle. Ils n'ont voté ni pour ni contre. Ils n'ont pas voté tout simplement, même les walis de Tizi Ouzou, de Djeïa, les chefs de secteur, les chefs circulaires n'ont pas voté. Attendez, quand les autorités locales ne votent pas, ça veut dire quoi? C'est le blackout total. Et pourquoi il va là-bas? Il ne leur appartient, il n'a rien à voir avec eux. Ils n'ont pas voté pour lui. Et puis, on lui organise une visite à Tizi Ouzou, soi-disant pour inaugurer le stade. Et voilà, on va offrir à la JSK un stade, on va mettre ce stade au nom de Hussein Ahmed, et on va aussi distribuer des logements à Adel, comme si c'était gratuit, comme c'est un cadeau de Tebboune. Et finalement, on n'a pas annoncé la visite et on n'a pas annoncé l'annulation. Il n'y a que les Kabyles, les habitants de Tizi Ouzou qui sont au courant, les chefs de Daïra, les présidents des APC, parce qu'il a été promis un siège au Sénat pour le président d'APC qui rassemble le plus de personnes pour assister à la réunion de Tebboune à la Maison de la Culture. Et une réunion avec la société civile, justement. Il parlait de société civile. Eh bien, finalement, là, ça a été annulé pour deux raisons, à mon avis, d'après ce que j'ai comme renseignement. Tebboune, on lui a parlé du scénario de Annaba, et il a eu peur, parce que avec ses voyous, il recule devant rien. On aurait pu l'assassiner à Tizi Ouzou et à ce moment-là, on attribue l'acte au MAC pour dire on vous a dit que le MAC est une organisation terroriste. Voilà, ils ont tué le président. Comme ils ont voulu attribuer l'assassinat de Boudia au fils. Et ça n'avait pas marché parce que
l'exécutant n'avait rien d'un religieux. Aussi, Tebboune, donc, ayant mesuré le pour et le contre, il a estimé qu'il n'y avait pas de raison de se déplacer à Tizi Ouzou. Le stade peut être inauguré par le ministre de la Jeunesse et des Sports et on n'en parle plus. Et puis, il y a un plan, on parle d'un plan qui veut qu'on abrège le mandat de Tebboune. Il ne faudrait pas que Tebboune aille jusqu'au bout de son mandat pour créer une structure analogue à celle du HCE. Et à ce moment-là, on va diriger le pays de manière transitoire jusqu'au jour où on décidera de choisir notre homme. Parce que Tebboune, il est hors de question qu'il soit reconduit pour un deuxième mandat. Il a un bilan tout à fait négatif. Et puis, trouver notre candidat, c'est pas facile pour eux parce qu'ils ont des candidats qui sont tous âgés, qui sont dépassés par l'âge. Voilà. Hicham Aboud, merci beaucoup. Je sais que vous avez un live, donc je vous remercie beaucoup pour votre temps. Hicham Aboud. Karim Tabou, je vais finir cette émission avec vous. Donc, sur cette visite de Al-Majid Tebboune qui a été prévue à Tizi Ouzou, vous avez entendu donc, les raisons donc, de Hicham Aboud. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi cette visite n'a pas eu lieu jusqu'à maintenant, alors qu'elle était annoncée normalement pour aujourd'hui? Beaucoup d'informations ont fait état que la ville de Tizi Ouzou a été nettoyée, et s'est faite belle, si on peut dire, mais aussi donc l'inauguration de ce stade de Tizi Ouzou, ce nouveau stade qui a été donc nommé stade de Hussein Ait Ahmed Rabbi Rahmou, qu'il faut rappeler, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa disparition de Ait Ahmed Rabbi Rahmou, 8 ans après sa disparition. Karim Tab. D'abord, نترحموا على الحسين ربي يرحمه ويوسع عليه. ربي يرحمه. Même si aujourd'hui on voit bien que le combat d'Ait Ahmed est complètement détourné par cette engeance de politicards, d'opportunistes qui se servent de tout pour réaliser des objectifs bas et purement matérialistes. Ait Ahmed, rappelons-nous que le dernier acte politique qu'il avait accompli et qu'il avait refusé, il avait même écrit cela, il avait refusé des obsèques officielles. Souvenons-nous le jour de l'enterrement, comment le peuple avait décidé de dresser une barrière d'honneur et de respect du parcours d'Ait Ahmed devant tous les officiels qui avaient fait des tentatives de venir essayer de récupérer l'événement. Donc aujourd'hui, 8 ans après, bien sûr que les autorités sont toujours tentées de récupérer ces événements, s'approprier un grand homme qui mérite qu'on baptise une grande université dans ce pays et pas un stade de football. Est-ce que c'est une insulte, Karim, le fait de nommer le nouveau stade au nom de Hussein Ait Ahmed Rabbi Rahmou? Non, d'abord, nous allons être sincères. Une grande partie de la jeunesse en Kabylie avait attendu, avait même demandé que le stade soit baptisé au nom de Matoum Lounès. Absolument. Et puis, deuxième des choses, M. Ait Ahmed, de par son parcours, lui qui a été chef de l'OS, lui qui a été ministre dans le GPRA, lui qui a conduit la délégation algérienne à la conférence de Bandung, lui qui est un universitaire, lui qui a été au sommet des débats internationaux, notamment dans le cadre de l'international socialiste, se voit réduit aujourd'hui à un stade dans la wilaya de Tizi Ouzou. C'est vraiment une manière de réduire un grand homme à sa wilaya, à sa région. Et j'aurais personnellement préféré
qu'on baptise une université, un centre d'études politiques au nom d'Ahmed. Il mérite cet honneur. Et de là à faire des petits complots locaux entre baptiser le stade au nom de Ma'toub et non le baptiser au nom d'Ahmed et faire dans les petites manœuvres politiciennes pour essayer de placer les uns localement et s'appuyer dessus pour espérer un autre mandat et en faire de ces structures-là un point d'appui pour essayer de manipuler. Je pense que le chef de l'État actuel n'a pas été élu en Kabylie, n'a pas été élu à Oran, n'a pas été élu à Sétif, n'a pas été élu par le peuple algérien, en tout cas par la majorité du peuple algérien. Et la Kabylie, s'il lui accorde une telle importance, c'est dans le calcul politicien, tout le monde le sait. La Kabylie, comme toutes les régions, n'avait pas suscité un tel intérêt quand il a été ravagé par les incendies, quand il a été otage, victime de l'épidémie Covid. Et lorsque les hôpitaux dans la région, lorsque toute la région était complètement abandonnée, elle ne suscitait pas un tel intérêt. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est vrai, il a mobilisé l'administration, mais également il a mobilisé le parti qui a la majorité des APC dans la région, et la concomitance serait qu'on baptise le stade au nom d'Ahmed et au retour, le parti d'Ahmed va ouvrir les grandes portes ouvertes au chef de l'État pour venir dans la région. Mais en tout cas, quelles que soient les manœuvres, quels que soient les calculs, je pense que la majorité des Algériens, en Kabylie et ailleurs, en Algérie comme dans la diaspora, ont tranché une question. Ce pouvoir n'est pas digne de confiance. Ce pouvoir est fini. Ce pouvoir est lui-même le problème, donc il ne peut pas être la solution. Et la solution réside dans notre aptitude, dans notre capacité à envisager l'avenir sur des bases démocratiques de combat. Karim, très rapidement, j'aimerais avoir un petit mot. On va finir bien sûr par cet hommage à deux grands militants, donc Rachid Maalawi, Rabbi Rahmou, qui est décédé, mais aussi Amin Bouziane. Rachid Maalawi, connu aussi pour son combat dans le syndicalisme, mais aussi dans le Hirak. Amin Bouziane aussi connu pour son combat et son militantisme dans le Hirak aussi pour une Algérie, pour un changement du système. On regarde cette petite vidéo, je reviens à Karim Tabou juste après. الجزائر الجديدة ما كانش الجزائر الجديدة، هذه الجزائر الاستمارة كل العمل اللي كان من قبل بأشخاص آخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نقدر نقول أن الطريق إلى الحرية طويل وطويل ولكن الصبر زادنا. Donc vous avez vu dans cette vidéo Rachid Maalawi, Rabbi Rahmou, mais aussi Amin Bouziane, paix à leur âme, mais aussi نتمنى إن شاء الله يعني الصبر leur famille. Karim Tabou, très rapidement, on a parlé bien sûr de la société civile. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport donc à ces deux militants qui sont morts, Rabbi Rahmouhum et Oussa alayhum Inch'Allah. Très rapidement, Karim Tabou. Eh ben, d'abord, deux amis à qui je rends un grand hommage, Rabbi Yarhamhum et Oussa alayhum. Amin est un militant qu'on a découvert lors du Hirak. C'est un militant actif, engagé sur le terrain. Rachid Maalawi, c'est un ancien ami depuis de longue date, un syndicaliste qui a porté la voix des travailleurs en Algérie, mais également auprès du BIT, auprès des forums internationaux. C'est une grande perte pour l'Algérie. Mais nous faisons de leurs paroles, et j'ai bien écouté la parole de Amin, nous avons le devoir de faire de leurs paroles des convictions, des combats. Nous avons une dette envers ces militants. Nous avons une dette envers Amin, envers Rachid Maalawi, envers Ahmed, envers Mouloud Maamri, envers Abdelnour Ali Yahya, envers Bourga'a, envers tous ces militants qui ont sacrifié une grande partie de leur vie pour l'Algérie
indépendante pour l'Algérie démocratique. Nous devons, nous qui sommes vivants, faire de leur engagement, de leurs rêves, des combats que nous devons mener. C'est un devoir moral et c'est une dette envers nos enfants, envers les générations futures. Barakallahu fik Karim Tabou. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Karim Tabou, opposant politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci aussi à Mohamed Khelfaoui. Merci aussi à Karim Kbir et Hicham Aboud. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.